bonjour à tous, je vous propose de commencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Anaïs, et donc je suis directrice et cofondatrice de BIAP. Je suis ravie d'animer ce webinaire sur les problématiques de financement. Webinaire qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on le sait, quand on est entrepreneur et qu'on souhaite en tout cas innover, la question des financements est souvent une question qu'on se pose. En préparant ce webinaire avec nos invités, on s'est fixé comme objectif d'avoir un objectif assez concret, mais aussi orienté sur vraiment des aides pour financer des projets digitaux. Et on va plutôt parler des aides orientées PME, TPE. On va moins parler des startups, même si forcément il y a des aides où les startups sont éligibles, parce qu'on a estimé qu'il y avait beaucoup plus de webinars, de masterclass orientés sur justement les financements pour les startups. Donc, on va passer une petite heure en compagnie de Jean-Christophe, Christophe et Étienne, donc, qui vont pouvoir se présenter juste après. Et puis, derrière les écrans, vous avez Sarah aussi, qui s'occupe de la com chez nous et qui s'occupera de centraliser vos questions, puisque forcément, à la fin, on prendra un temps aussi pour que vous puissiez échanger avec nous. Et si vous avez des questions pour Étienne, pour Christophe, pour Jean-Christophe ou pour moi-même. Voilà. Pour commencer, je vais partager mon écran. Tac, 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 tac. Je vais partager mon écran et je vous propose du coup qu'on puisse faire un petit tour de caméra pour pouvoir présenter tout le monde. Étienne, du coup, je te laisse commencer. Ok, bonjour à tous, Étienne Tertrais, heureux d'être là et merci à BIAP pour l'organisation et merci pour les échanges avec la Directe et BIAP pour la préparation d'aujourd'hui et des supports qu'on va vous présenter dans l'heure qui suit. Étienne Tertrais, donc nous, nos métiers chez Eton, c'est d'accompagner les sociétés innovantes ou réalisant des opérations de recherche et développement dans le financement de leur activité en activant tous les leviers possibles du financement, que ce soit aussi bien côté dilutif ou non dilutif. Je passe du coup la présentation ensuite à Christophe. Oui, bonjour à tous. Christophe Laurin, donc référent France NUM au sein du service économique de l'État en région. Le service économique de l'État en région est un service déconcentré du ministère de l'économie. En gros, nous sommes au niveau régional. Jean-Christophe qui se présentera juste après moi et moi-même. Donc, un peu le porte-voix, si vous voulez, de Monsieur le maire et Madame Agnès Pannier-Runacher. Donc voilà, on a pas mal de choses à vous présenter, notamment dans le cadre du plan France Relance, qui est donc un dispositif massif et global porté essentiellement par le ministère de l'économie. Voilà. Merci Christophe. Donc, moi, je suis Jean-Christophe Juvin. Je travaille également au service économique de l'État en région. Donc, je suis collègue de Christophe et je m'occupe de manière plus générale sur tout ce qui est transverse au sujet d'innovation, de numérique, de transition digitale, intelligence artificielle, etc. au sein du service économique de l'État en région. Donc, nous sommes là pour accompagner les entreprises également dans leur transition digitale et puis de leur faire bénéficier finalement des outils étatiques et pas que, de leur faire bénéficier de notre connaissance de l'écosystème. Voilà. Merci pour les présentations. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Étienne, du coup, j'ai repris cette slide de la présentation d'Eton parce que je trouve elle illustre bien cette jungle des financements. Mon expérience personnelle aussi, en tant qu'entrepreneur, je dois dire que pour trouver des aides sur le financement de l'innovation, on ne sait pas trop comment s'y prendre et où trouver. Du coup, je te laisse la main un peu sur cette slide, Layton, pour le coup, pour nous dresser un peu le panorama de cette jungle du financement. Clairement, aujourd'hui, pour les entrepreneurs, qu'on accompagne et autres, le retour qu'on a à nous, en effet, et puis pour être vraiment dedans, c'est pas toujours simple de s'y retrouver.
même s'il y a beaucoup d'initiatives qui viennent notamment de la directe, de la région, de l'État, pour essayer de donner plus de visibilité et qu'on y voit un petit peu plus clair au travers de ces jungles des financements. Le message fort à retenir, c'est qu'en effet, c'est difficile d'y voir clair. C'est difficile de savoir auquel on peut prétendre. Ça prend souvent beaucoup de temps. Il y a énormément de dispositifs déjà au niveau régional, puis au niveau national, puis on peut aller au niveau aussi européen. Et la complexité, c'est comment cibler les bonnes aides suivant les différents stades de développement de l'entreprise. Sachant qu'à l'amorçage, on a pas mal d'aides qui existent avant création de la structure, puis après création de la structure. Et en phase de développement, en France et à l'international, il y a aussi beaucoup d'aides à aller activer et à connaître. Le message qui est fort aussi, nous derrière, sur lequel on souhaite appuyer, c'est une fois qu'on a réussi à détecter ces aides-là, c'est qu'elles sont efficaces. C'est-à-dire qu'on a des aides intéressantes pour les structures et qui permettent aux projets financés de déboucher. Donc ça, c'est aussi le point très positif pour aller chercher ces aides-là, et notamment sur la partie transition et transformation digitale qu'on va aborder aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des aides, quoi. Voilà, qui sont nombreuses et une fois qu'on les a détectées, qui sont efficaces. Et donc, du coup, en ce moment, dans le contexte qu'on vit, je pense que quand on est une entreprise et puis qu'on se dit, forcément, c'est un peu la course à la digitalisation, on doit travailler avec des outils numériques avec nos équipes, on doit vendre nos services auprès des clients avec des outils numériques. Et quand on veut un coup de pouce, en tout cas, sur ces investissements qu'on veut faire, on sait qu'on a deux angles. Le plan de relance dont on entend énormément parler, puis les aides habituelles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'aides déjà hors contexte actuel. Du coup, Christophe, toi, tu travailles vraiment sur le plan France Num, qui est un peu l'ancêtre de France Relance, si j'ai compris dans la préparation du webinaire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de France Num, France Relance, des grands objectifs de l'État et du soutien qu'ils veulent apporter aux entreprises sur la partie numérique? Oui. Alors, le plan de relance, alors France Num précédait le plan de relance et France Num s'est intégré au plan de relance suite à la crise économique. Le plan de relance, lui, couvre des spectres très, très larges. Il dépasse largement la sphère du numérique. Je laisserai peut-être Jean-Christophe introduire ce sujet plan de relance. Pour ce qui concerne France Num, l'idée de France Num, c'est une plateforme qui vise à rapprocher, si vous voulez, les isolés, ceux qui n'ont pas encore vécu leur transformation digitale, vers les acteurs du digital. Alors, le public concerné est quand même un public plutôt TPE, PME, mais essentiellement artisans, commerce, indépendants, et notamment des gens qui n'ont pas vraiment le temps de s'occuper de leur digitalisation et donc pour leur faciliter un peu la tâche. Bon, la plateforme France Num, c'est tout d'abord une adresse, un site internet, francenum.gouv.fr. Sur cette, si vous voulez, c'est un peu les pages jaunes du numérique, des acteurs du numérique, mais pas que. On va retrouver également des conseillers, des conseillers au sens très large. Ça peut être des conseillers comme des experts comptables, des banquiers, des agents des collectivités comme le conseil régional, comme certaines EPCI qui ont mis en place des cellules d'innovation numérique ou de numérique dans leurs équipes. Ça peut être également des agents comme nous, des agents de l'État. Oui, Anaïs? Tu veux dire qu'en fait, dans France Num, qui est plutôt TPE, PME, tu as des conseillers des régions, d'État et autres qui aident les petites entreprises, du coup, à travailler sur ces problématiques de la digitalisation, si je comprends bien. Exactement. Et du coup, France Num étant peut-être plus TPE, PME, la partie France Relance, elle, est beaucoup plus globale. Oui, France Relance, ce n'est pas conscrit
à la digitalisation qu'à la digitalisation des TPE-PME. Ça va beaucoup plus loin parce que France Relance, bon, alors je veux bien faire une petite digression là-dessus. France Relance, c'est aussi la mise en place de l'activité partielle, c'est le fonds de solidarité, c'est les prêts garantis de l'État, c'est des appels à projets, il y en a au moins 5 qui sont en cours, on abordera ça après. Hein. Donc, c'est plusieurs… Si tu veux, France Relance, c'est 100 milliards d'euros sur 4 ans. Hein, qui vont être injectés dans l'économie réelle. C'est 100 milliards d'euros. Hein. Je ne me suis pas trompé, hein. C'est bien ça. Donc, c'est également de la décarbonation, c'est de la cohésion territoriale. Donc, c'est très, très, très large hein, par rapport à moi, mon petit secteur France Num. Nous, France Num, on est un petit wagon, on est un petit maillon de ce grand dispositif national qui est le plan France Relance. Voilà. Bon, je termine très vite, peut-être rapidement sur France Num, son esprit. Permettre donc à ces TPE, PME éloignées aujourd'hui du numérique. Et on sait aujourd'hui que si elles ne se digitalisent pas, ça va être très, très compliqué. Ne serait-ce que d'avoir peut-être tout simplement d'être sur une marketplace. Des fois, il n'y a pas non plus grand-chose à faire. Hein. Il n'y a pas la peine de sortir l'artillerie lourde en matière de numérisation. C'est d'être référencé sur une marketplace, par exemple. L'idée, donc, c'est de rassurer, de motiver, d'inciter ces TPE, PME à se digitaliser. Donc, on trouve sur l'interface francenup.gouv.fr donc des contacts vers lesquels les TPE peuvent se rapprocher. On va également trouver sur cette plateforme des offres, les dispositifs de financement proposés ça peut être par le Conseil régional, par l'État, par l'Europe. On va en avoir quelques-unes de manière concrète juste après, même si du coup, on ne va pas se focaliser sur les TPE, mais plus PME. On a quand même, avec Christophe, fléché quelques aides TPE parce qu'on s'est dit que ça pouvait être, peut-être que les participants peuvent connaître des TPE que ça peut intéresser, ou bien même ça peut être des opportunités aussi pour des entreprises qui veulent proposer des services à ces TPE digitaux, d'avoir du soutien de financement. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de l'aborder sur ce webinaire. Voilà. On peut également trouver sur cette plateforme des didacticiels, des petits guides pratiques, tout préparé, tout fait. On peut également trouver les événements autour de nous qui sont organisés. Aujourd'hui, c'est beaucoup des webinaires, mais dans le monde d'avant, c'était également des rencontres en présentiel, sûrement dans le monde d'après, on l'espère. Donc voilà pour France Num. Alors, peut-être par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est une approche ouverte, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a un lien avec le numérique, qui travaille dans le numérique et qui peut apporter des services, des prestations de services auprès des TPE-PME, peut faire partie de la communauté, devenir conseiller France Num, devenir prestataire offreur de solutions, on appelle ça France Num. Dans ce cas, il suffit d'en faire la demande sur le site, devenir activateur, hein, c'est ça le terme. Il y a une charte de déontologie à viser et c'est bon. Et ainsi, vous serez référencé dans ce fameux annuaire. Voilà. Et ça, c'est pour ceux qui Christophe, le référencement, c'est quoi? C'est être visible, c'est être éligible pour les aides. C'est-à-dire que si du coup je suis un prestataire qui est activateur, comme tu dis, je suis invisible et plutôt éligible à accompagner une entreprise et puis à percevoir un dispositif d'aide financière, ou c'est juste de la visibilité? C'est juste de la visibilité. C'est juste de la visibilité. Après, l'avantage, une fois qu'on est un petit peu dans le monde de la communauté, si vous voulez, normalement, l'idée, c'est que les prestataires privés, notamment privés, vont s'approprier les aides qui existent. Et si vous voulez, une fois que moi, je m'imagine, je suis à la place d'un prestataire, je prospecte une TPE-PME. Là, je cible un besoin de cette TPE-PME. Et là, je me dis, ah, mais ça, il existe une aide de la région que cette TPE peut toucher. Et ce financement que va toucher la TPE va me générer du chiffre d'affaires, puisque la prestation, je vais la facturer à la TPE qui a touché l'aide. Voilà. Oui, donc indirectement, ça revient, ça vous génère du chiffre d'affaires. Voilà.
Merci un peu l'idée, hein. Christophe pour cette présentation. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet sur la partie justement un peu plus France Relance avec Jean-Christophe. J'ai mis aussi les aides habituelles, mais on y reviendra tout à l'heure avec Étienne, puisqu'il y a aussi des aides intéressantes qu'on a fléchées qui sont des aides habituelles. Du coup, ce qui est sûr en tout cas, c'est que quand on est une entreprise, on se dit comment je vais choisir mes aides? Est-ce que du coup, et puis pour quelle problématique surtout? Est-ce que c'est un coup de pouce pour amorcer mon projet? Est-ce que c'est une aide sur un investissement assez lourd que je dois faire sur mon entreprise parce que c'est ce qui va me permettre de générer du chiffre d'affaires demain? Est-ce que c'est des optimisations de travaux de R&D? Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent. L'idée, Jean-Christophe, c'est que tu puisses un peu nous expliquer ces nombreux appels à projets qu'on a vu passer avec des gros montants. On peut se poser pas mal de questions, de se dire est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, est-ce que c'est long. Il y a plein de secteurs qui sont concernés. Quand moi j'ai tapé sur le site du gouvernement, ça sort des secteurs très vastes. On parle du commerçant, artisan, jusqu'au secteur de l'édition, des BTP, l'aéronautique, les entreprises technologiques, c'est hyper large. Oui. On en a fléché 4 ensemble là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment, c'est quoi les objectifs de l'État, comment ça marche, c'est quoi les grands challenges de ces appels à projets? Voilà, effectivement, le plan de relance qui a été décidé par le gouvernement à la suite de la crise sanitaire, finalement, c'est de préparer la France de demain. Donc, ce plan de relance, c'est, comme le disait Christophe, 100 milliards d'euros qui sont injectés, à peu près un tiers pour la décarbonation de l'industrie, un tiers pour la compétitivité de l'industrie et un tiers pour la cohésion sociale. Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de la cohésion sociale, on va plutôt voir sur les deux autres axes et plus particulièrement sur celui de la compétitivité des entreprises, toute cette somme d'argent qui est injectée pour relancer l'industrie, la compétitivité de l'industrie française. Alors, cet argent, ce n'est pas une grande poche d'argent qu'on distribue comme ça. La distribution de cet argent se fait souvent via des appels à projets. Donc, des appels à projets, ce sont des cahiers des charges qui sont élaborés pour retenir les meilleurs projets qui correspondent aux axes stratégiques décidés par le gouvernement, par l'État, comme disant on va retenir les meilleurs projets qui correspondent à tel et tel critère et on va intervenir en soutien, en appui à ces projets-là. Donc, la chose numéro 1 qu'il faut retenir, c'est que déjà, il faut avoir un projet de développement. Ensuite, quand on a un projet de développement, on peut regarder en allant fureter sur Internet, notamment sur le site du ministère de l'économie. C'est très facile à trouver, de voir est-ce que mon projet de développement correspond à un appel à projet en cours lancé par le ministère. Alors, la période particulière actuelle fait qu'il y a de nombreux appels à projets qui sont ouverts, mais il faut plutôt le voir comme une chance. Et avec, je dirais, des soutiens financiers relativement inédits en termes d'intensité et en termes de facilité d'accès. Également en termes de délais d'instruction qui sont extrêmement raccourcis pour permettre à un maximum de personnes d'en bénéficier avec le minimum d'inconvénients possibles. Alors, donc ce programme France Relance est divisé en plusieurs thématiques. Alors, vous avez déjà des appels à projets par filière. Donc, vous avez un appel à projet, par exemple, pour la relance automobile, un appel à projet pour la relance aéronautique, etc. Donc, ça veut dire que si vous êtes une entreprise qui travaille pour le secteur de l'aéronautique, pour le secteur du nucléaire, pour le secteur de l'électronique, etc., eh bien, vous rentrez dans les secteurs stratégiques ciblés par l'État. Et si vous avez un projet de développement suffisamment conséquent, vous pouvez le soumettre et ensuite, l'État interviendra peut-être sous forme de subventions qui seront données au projet. Alors, à chaque fois, il faut aller voir le cahier des charges correspondant effectivement au secteur qui est recherché. Donc, concernant par exemple le sujet qui nous concerne aujourd'hui, il y a un appel à projet concernant les projets de développement de technologies 5G. Donc, vous savez que la 5G, c'est une technologie du futur qui est considérée comme stratégique
pour l'État, au sens qu'on a un besoin de développer des briques technologiques pour garantir la souveraineté techno de la France par rapport aux concurrents extra-européens. Et donc, toute entreprise, qu'elle soit start-up, PME ou ETI, qui a un projet de développement d'une brique technologique utile à la 5G, peut soumettre son projet afin d'avoir une subvention. Et, Alors, et là d'ailleurs, encore, je ne rentre pas. Oui, Jean-Christophe, d'ailleurs, Anaïs. sur cette partie 5G, finalement, Oui, quand on est une entreprise de la tech, on se dit 5G, c'est les infrastructures, quoi. Et du coup, quand on lit un peu l'appel à projet, on voit que ça concerne, par exemple, les réseaux dynamiques, donc infrastructures, tout ce qui est objet connecté aussi. Donc, ça veut oui, dire que oui. concrètement, tu développes un objet connecté dont finalement la 5G va accélérer l'usage, mais ce n'est pas la thématique 5G. Ça rentre dans les critères d'éligibilité? Non, non, je pense pas au sens où là, il faut vraiment développer. Non, là, c'est plutôt développé par une brique technologique qui va permettre, par exemple, soit du langage informatique, soit de la communication, des objets connectés. Mais je pense que le développement, il faut lire précisément le cahier des charges, mais le développement d'un objet connecté, par exemple, demain, je décide de fabriquer une montre connectée, ça ne correspond pas à l'état d'esprit de cet appel à projet qui consiste vraiment à cibler les projets de développement de briques technologiques qui vont garantir, qui vont permettre à la France voilà, d'être un leader mondial de la 5G. Donc, il faut plutôt voir ça comme ça. Mais ça n'empêche qu'une petite, il n'y a pas besoin d'être Bouygues ou Free ou être un grand opérateur parce qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que de l'infrastructure, il y a derrière des couches logicielles, il y a derrière des protocoles de communication. Et c'est ça qui peut intéresser, par exemple, nos startups et nos entreprises et nos PME. Hyper intéressant. Comme le temps nous est compté, j'aimerais quand même qu'on reparle de la partie cybersécurité. Alors, Je pense que cybersécurité, ouais, c'est intéressante aussi. effectivement. Alors, effectivement, moi, de manière générale, j'encourage toutes les entreprises qui nous écoutent à régulièrement aller consulter le site entreprise.gouv.fr. C'est vraiment pour moi un site ressource, entreprise.gouv.fr, puisqu'il il y a un fil d'actualité que vous pouvez customiser en choisissant les thématiques qui vous concernent, donc en l'occurrence numérique par exemple, et vous voyez toutes les actualités du numérique et les actualités de financement de l'État en matière de numérique. Et vous voyez qu'en ce moment, par exemple, il y a un appel à projet qui s'appelle Grand défi pour la cybersécurité, qui existe en deux volets, un volet, je dirais, normal et un volet XXL. Si on regarde le volet normal qui est à destination plutôt des startups et des PME, il consiste à subventionner tous les projets de développement effectivement de cybersécurité, alors de protection des réseaux, de protection contre la cybercriminalité, de sécurisation des protocoles de communication des objets connectés et toutes ces briques logicielles. Si vous avez un projet de développement d'au moins 400 000 € répartis sur 12 ou 24 mois, eh bien l'État vous en finance 50%. D'accord. C'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'à mi-décembre, ou peut-être un petit peu avant, jusqu'au 8 décembre de mémoire, et que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, toujours en allant sur le site entreprise.gouv.fr. Et vous voyez, les critères peuvent paraître éventuellement élitistes, au sens où il faut présenter un programme de dépenses d'au moins 400 000 €. Et finalement, 400 000 € sur 24 mois, quand on est une PME et qu'on a un programme de développement de R&D et de développement derrière, ça va très vite. Finalement, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être une très grande entreprise ni d'avoir un projet extrêmement gigantesque pour bénéficier d'une aide tout à fait intéressante, puisque c'est 50% des frais qui sont pris en charge par l'État. Ok, donc c'est la même chose de toute façon. Donc on va le revoir après avec Étienne sur l'industrie, où il y a beaucoup plus, on va dire, de sous-aides, hein, à la fois aussi régionales et locales. Et donc, juste avant de passer sur cette partie industrie, sur le PIA, parce que ça peut être un gros mot, mais j'ai eu l'impression en lisant les éléments que c'était beaucoup plus ouvert, en tout cas moins fléché sur un secteur. Tout à fait. C'est quoi l'objectif du Alors, PIA, Jean-Christophe?
Alors, tout à fait. Donc, le PIA, ça veut dire Programme d'investissement d'avenir. Donc, ça, c'est quelque chose de récurrent. C'est un financement récurrent et qui n'est pas conjoncturel et lié à la crise économique, mais ce sont des vagues de financement, de cofinancement État-région et qui servent à financer l'innovation, le développement de l'innovation, quel que soit le secteur finalement. Alors, donc le PIA régionalisé, une PME peut tout à fait, une PME, une start-up, y compris du numérique, peut tout à fait prétendre là encore à ce financement-là. Il faut répondre en fait à une des 8 priorités de la région. Alors, je vais vous les lister parce que c'est intéressant. Les 8 priorités de la région sont les technologies avancées de production. Donc là, on est sur le manufacturing, les industries marines, les énergies marines renouvelables, tout ce qui est énergie nouvelle de manière générale. Ensuite, agroalimentaire, l'alimentation bio, l'alimentation de demain, les bioressources. Vous avez ensuite un deuxième axe qui concerne plus l'informatique, l'électronique, informatique professionnelle, le design et les industries créatives. Et enfin, un dernier axe qui concerne la santé. Alors, vous voyez, c'est quand même assez large parce qu'on va quand même des biotech jusqu'aux industries créatives et industries culturelles et créatives, en passant par les énergies nouvelles de demain. Et le concept est simple, vous êtes une PME, vous développez une innovation, l'État va prendre en charge encore une partie substantielle des coûts du développement de cette innovation. Donc, pour bien clarifier mon propos, ce n'est pas réservé qu'aux startups ou qu'aux PME, peu importe, tant qu'on est en dessous de la taille d'entreprise de taille intermédiaire. Et ce n'est pas réservé aux entreprises du numérique, puisqu'en fait, voilà, vous pouvez être une entreprise de mécanique traditionnelle, pour peu que vous ayez un programme de développement d'une innovation dans un des 8 secteurs clés pour la région que j'ai citée, vous bénéficiez d'un financement, d'un cofinancement État-région sur ce dispositif-là. Du coup, ça va de 100 000 à 500 000 euros, 50% pris par la région, donc hyper intéressant. On a une question Ouais. de Richard là, qui nous demande si ça peut concerner tout ce qui est communication digitale. Donc, Absolument. Oui, 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 oui. Oui, oui, on a une vision très large des secteurs. Alors, le critère, c'est le développement d'une innovation. Là, par contre, je dirais, c'est le nœud. Le point, c'est qu'on est là pour financer une innovation. Donc, une innovation, c'est vraiment, il faut imaginer, je mets au point quelque chose qui n'existe pas sur le territoire. d'accord, ça peut Je être suis un le premier secteur, à développer quelque chose. Voilà. ok, ça peut être Et, un secteur voilà, et pas forcément de rupture technologique, mais ça doit être pas innovant au sens d'innovation. Voilà, tout à fait. On n'est pas forcément sur que de la rupture ou que de l'innovation qui demande beaucoup de R&D, mais en tout cas, je développe quelque chose qui n'existe pas à ce jour. Ouais. Ok. Merci Jean-Christophe. Je propose qu'on rentre un petit peu dans le concret, justement, pour quelques sous-focus, notamment sur la partie industrie du futur, où il y a des choses relativement intéressantes pour les PME et les ETI. Donc, on a discuté hier en préparant de 3 dispositifs. Alors, il y a les dispositifs d'État, il y a les dispositifs de région. Voilà, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer ces 3 aides à disposition de l'industrie, des industriels, en tout cas, pour les aider justement à se digitaliser? Tout à fait, dans l'enjeu de la transformation digitale, il y a aussi cette notion de transformation vers l'industrie du futur ou l'industrie 4.0. Aujourd'hui, il y a 3 grands leviers qui sont assez facilement, on va dire, mobilisables, activables par les PME ou les ETI de moins de 1000 salariés qui sont prêts à gérer, à passer le pas ou à investir dans ces technologies ou à poursuivre leurs investissements dans l'industrie du futur. Donc l'industrie du futur en achetant des robots, des nouveaux logiciels de RP. L'objectif étant en fait de collecter de la data sur les lignes de production et rendre ces lignes de production les plus intelligentes possibles. La première qu'on a identifiée comme
clé au niveau de l'État et qui fait partie aussi du plan de relance. C'est une aide en faveur de l'investissement en transformation vers l'industrie du futur. C'est une aide, donc une subvention, qui vient prendre en charge 40% de l'équipement, de ce nouvel équipement-là. Donc, il y a une liste d'équipements qui sont des robots, des nouveaux logiciels, des nouveaux automates qui est bien listé, des imprimantes 3D. Et donc ça, dès que vous avez un investissement à faire dans ce domaine-là, clairement avoir ce réflexe. Quelle aide je pourrais obtenir. Pour pousser à ce réflexe-là, donc en dehors du plan de relance, il y a une aide aussi au niveau de la région qui s'appelle une AMI, appel à manifestation d'intérêt, où la région propose un accompagnement en 3 phases qui peut aller jusqu'à une prise en charge de 40 000 € de cet accompagnement. Donc cet accompagnement, c'est du conseil en identification de nouvelles technologies qui peuvent être mises en place, dans l'accompagnement, la mise en place aussi de ces nouvelles technologies-là dans les PME. Donc ça, c'est très intéressant pour les sociétés qui souhaitent passer le pas, puisque la région vous propose, via des experts qu'elle a référencés, un accompagnement dédié à cette transition-là et avec une subvention qui peut monter jusqu'à 40 000 €. Et d'un point de vue au niveau de l'État, donc cette aide-là vient se recouper avec la subvention identifiée donc de 40%. Il y a une aide fiscale de suramortissement, c'est-à-dire qu'on vient majorer comptablement la dotation aux amortissements dans vos comptes, dans votre clôture d'exercice, de 40%, ce qui permet en fait de diminuer votre résultat et donc de diminuer votre impôt si vous en payez. Ou du moins de faire un déficit qui sera reportable grâce à cet investissement que vous aurez effectué dans cette dynamique d'industrie 4.0 de digitalisation de votre appareil productif. En gros, il y a une grosse partie quand même qui est dédiée à l'outil de production des industries, comment on les rend plus numériques, plus digitales, plus robotiques presque, et pour faire en sorte qu'on soit plus performant, il y a beaucoup d'aides pour les industriels, quoi. C'est ça. Donc, à fin 2020, ce n'est pas nouveau. C'est des sujets qu'on entend parler, je dirais, depuis 2015-2016 et avec vraiment des aides importantes comme celles qu'on vous présente à partir de 2018. Et ces aides-là sont encore plus poussées avec ce plan de relance de l'économie. Ok. Et alors, il y a même des aides pour l'intelligence artificielle. Donc, moi, j'ai trouvé ça… Jean-Christophe, tu m'as envoyé des éléments là-dessus et j'ai eu du mal à trouver des éléments hormis que c'était en préparation. Donc, peut-être que tu peux nous en parler un peu sur la partie intelligence artificielle qui, là aussi, peut d'ailleurs concerner des industriels, mais pas que, pour le coup, des startups et d'autres boîtes traditionnelles. Ouais. En gros, qu'est-ce qu'on peut prétendre à quoi quand on est une PME ETI qui a envie de s'équiper sur ces questions d'intelligence artificielle? Alors, déjà, une première réponse, c'est que les logiciels, par exemple, d'intelligence artificielle, les logiciels de traitement de la donnée, les logiciels d'aide à la décision, etc., rentrent dans la thématique, on va dire, de l'intelligence artificielle. Donc déjà, il faut démystifier un tout petit peu le terme, même si on est bien sur des technologies relativement avancées. On a une conception assez large de ce qu'est l'intelligence artificielle. Et déjà, pour dire ce propos-là, pour dire que ça ne concerne pas que Google et les entreprises de la Silicon Valley. Ça concerne également aussi des TPE des Pays de la Loire, des petites entreprises, des PME de chez nous. Alors déjà, vous pouvez tout à fait répondre aux investissements de l'industrie du futur qu'a cité Étienne tout à l'heure. Déjà, s'équiper d'un ERP, simplement, s'équiper d'un logiciel de traitement de la donnée, d'un logiciel d'optimisation ou d'aide à la décision, ça rentre tout à fait dans les dispositifs présentés par Étienne tout à l'heure, en particulier l'appel à projet d'équipement vers l'industrie du futur mis en place dans le cadre du plan de relance, inclut spécifiquement les logiciels d'intelligence artificielle, et je mets des guillemets pour dire que tous les logiciels qui se rapprochent effectivement de la définition que j'ai donnée. Voilà, vous pouvez vous faire subventionner l'achat de ces logiciels-là. Pour les autres, mais je pense que du coup, tu veux t'équiper d'un ERP, c'est des projets à plusieurs millions, des fois les ERP.
tu peux Voilà. obtenir des aides là-dessus. Ils considèrent que c'est l'industrie du futur. Oui, exactement. Donc, vous voyez, faut pas. Alors, l'idée, c'est pas de faire rentrer au chausse-pied tous les projets, toutes les dépenses qu'on peut avoir dans les 8 prochains mois. Mais il faut aussi avoir comment dire, les idées suffisamment larges et pour voir, et en tout cas avoir la curiosité de voir si l'achat d'un équipement ou le développement qu'on s'apprête à faire ne rentrerait pas dans une thématique visée, explicitée. Et l'intelligence artificielle en fait partie. Alors, pour toutes les entreprises qui grenouillent un petit peu dans le secteur justement du logiciel d'aide à la décision, du traitement de la donnée, je les invite à être assez attentives comment dirais-je, et à bien suivre ce qui va se passer dans les prochains mois parce que je pense que c'est un sujet qui va bouger dans les prochains mois. Où déjà, normalement, je pense que la région, l'État, les pôles de compétitivité, etc., réfléchissent déjà à des programmes de sensibilisation dans des entreprises à l'intelligence artificielle. Ça pour la fin de l'année 2021, etc. Il existe d'ores et déjà une prestation de diagnostic IA qui existe et qui est opérée par BPI France, qui prend en charge 50% des coûts d'une prestation de diagnostic IA dans une entreprise. Donc, ça peut être, je suis une PME du secteur traditionnel, mais je sens que j'ai besoin de gagner en compétitivité par du logiciel, par effectivement un logiciel qui m'aiderait à optimiser, à prendre des meilleures décisions, à récolter de la donnée, puis la traiter pour que j'optimise ma production. Eh bien, vous voyez, si je ne suis pas spécialement compétent dans ce domaine-là, je peux me faire aider par un prestataire et BPI France va subventionner 50% du coût de la prestation que j'ai choisi. Et enfin, par ailleurs, un dispositif étatique va sortir d'abord en phase expérimentale, puis en phase généralisée d'ici la fin de l'année. Ce dispositif s'appelle IA Booster et il consistera un petit peu comme a présenté Étienne sur l'industrie du futur, à accompagner des PME sur toute la phase de développement d'un projet pour s'équiper en outils d'intelligence artificielle. Alors là, je suis un petit peu en avance de phase. J'annonce un petit peu en mode scoop ce qui devrait arriver début 2021. Mais déjà, dans les premiers éléments de mon propos, vous voyez qu'il existe des choses, que ça soit grâce au plan de relance, en allant sur le financement des équipements fléchés industrie du futur, soit en se faisant subventionner une partie de la prestation grâce à l'aide BPI dédiée qui s'appelle DIAG-IA. Ok, merci Jean-Christophe. Et du coup, ça me fait une parfaite introduction sur la partie BPI. On voit que BPI sont partout sur la partie financement de l'innovation. Et du coup, Étienne, il y a une aide qui existe depuis un moment où finalement, on a toujours l'impression qu'il n'y a que les startups qui peuvent innover avec ce fameux Pass French Tech, mais il y a aussi des aides à la faisabilité technique pour les PME et les ETI. Si tu peux nous en dire un peu là-dessus et sur aussi les prêts derrière que peuvent mobiliser les entreprises plutôt traditionnels, en tout cas, sur leur innovation? Tout à fait, Anaïs. Alors, pour récapituler ce qu'on vient de voir, il y a les aides, on a vu sur le matériel, donc l'acquisition de matériel à l'extérieur, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Et là, sur cette aide-là à BPI, on peut avoir aussi du matériel, mais à ce moment-là, on ne pourra pas le mettre dans les deux aides en même temps. Avant tout, ici, l'utilité de cette aide-là, elle va arriver dès lors qu'on va identifier en interne une dynamique d'innovation, un projet de développement et qu'on va qualifier d'innovation par rapport au marché de l'entreprise, ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure. Et une fois qu'on arrive à détecter un projet de développement d'innovation, à ce moment-là, BPI est un interlocuteur incontournable, notamment via cette aide-là, qui fait partie des plus petites aides de BPI, qui a objet d'accompagner PME et ETI de moins de 2000 salariés dans un objectif de développer quelque chose de nouveau, du moins de le tester, d'où son nom faisabilité technico-économique. Le budget de ce projet-là, il peut être de 100 000 € et plus. BPI en prend à sa charge 50% avec un plafond à 50 KE. Donc 50 KE, c'est le plafond maximum. On peut être en deçà. Le budget du projet il doit être donc du coup entre 60 et un peu plus de 200 000 €. Ce qui est assez intéressant, c'est dès lors qu'on détecte
que ce projet de transformation, au-delà de l'investissement en matériel, il y a un projet d'innovation pour l'entreprise, se dire, bah, tiens, BPI peut intervenir et j'ai cette aide à la faisabilité technique qui pourrait à ce moment-là s'activer. Après, Point d'attention, voilà, c'est au lancement du projet. Pareil pour les aides qu'on a vues avant, c'est le réflexe, il faut l'avoir avant d'avoir fait la dépense ou commencer la dépense. Si on a commencé la dépense ou si on a déjà fait l'investissement avant de solliciter l'aide, du coup, on passera à côté de l'aide. Donc ça, c'est un point aussi important de bien anticiper ces plans de développement à suivre et avoir le réflexe de dire quelle aide je peux mobiliser. et donc, du coup, Excuse-moi, Naïs. si finalement cette aide, on ne peut peut-être pas la mobiliser pour différentes raisons, il y a encore aussi beaucoup d'entreprises qui choisissent de financer leurs innovations par des prêts. Et là aussi, il y a des prêts ou avances remboursables. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer la subtilité entre prêts et avances remboursables. Mais en tout cas, il y a différents dispositifs et on n'est pas obligé de passer par sa banque classique pour financer de l'innovation. On peut passer par la BPI. Exactement. Donc BPI, au-delà de la subvention, donc la subvention, vous avez l'argent, vous ne la rendez pas, donc c'est le Graal. Après, il y a les avances remboursables. Avances remboursables, ce n'est pas un prêt, c'est-à-dire que BPI vous donne de l'argent et vous engagez à le rembourser avec des échéances fixes. Mais comptablement, c'est considéré en fait comme une subvention d'exploitation que vous allez rembourser. Et donc ces avances remboursables-là existent toujours chez BPI, notamment sur l'aide au développement à l'innovation et aussi sur la partie dans le programme d'investissement d'avenir, donc en phase 3 et puis sûrement aussi sur le phase 4, sur le développement de nouveaux projets. Donc là, on peut être au-delà de l'innovation ou à la limite entre l'innovation et la mise sur le marché d'un nouveau produit, d'un nouveau procédé. Donc BPI vient vraiment là vous soutenir dans une case développement de la société, développement d'une nouvelle ligne, par exemple, de process de fabrication innovant. Voilà, là-dessus, l'enveloppe est assez large. Et dès qu'on parle de prêts ou d'avances remboursables, c'est des aides qui sont plus simples à mobiliser que des aides où on va aller chercher de la subvention pure. Ok. Bon, ça, du coup, ça reste une alternative intéressante, en tout cas, par rapport aux prêts bancaires classiques. Exactement. Autre dispositif, du coup, le timing étant serré, forcément, vous aurez toute la présentation après pour les participants, qui est assez connu, mais peut-être les entreprises sont assez frileuses sur le sujet, moi je trouve, sur ce fameux C2I, qui est une aide d'État, donc pour le coup. Jean-Christophe et Christophe, on a échangé en préparant que vous avez arrêté la sensibilisation sur le sujet, mais du coup, c'est toujours des aides que vous connaissez bien. Étienne, comment ça marche le C2I? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est facile? Est-ce que la promesse est vraiment au rendez-vous? Alors, en effet, le C2I, il n'y a pas de, ce n'est pas compliqué. Après, j'ai un biais de connaissance, donc en effet, ce n'est pas compliqué. Il y a un gros avantage. La partie aide et subventions, il faut penser à les activer avant de réaliser l'investissement ou la dépense. La partie crédit d'impôt innovation, elle va arriver une fois que la dépense a déjà eu lieu et que vous l'avez constaté en fait comptablement. Donc, même si on oublie une année, vu que c'est fiscal, on peut revenir dessus même jusqu'à deux années après. Donc, le point positif, c'est que si on passe à côté, on peut toujours peut-être revenir sur quelques années derrière. Le point très intéressant de ce crédit d'impôt innovation, c'est qu'on va reprendre l'assiette des dépenses que vous avez eues sur vos investissements en développement, en innovation, auxquels on va retrancher les éventuelles aides et subventions que vous avez perçues. Sur la dynamique des prêts, ce qui est intéressant, c'est que les prêts innovation, dès qu'on a un prêt, ce n'est pas déductible de cette assiette de calcul-là. Donc, dans le montage financier du financement du projet, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Mais dans tous les cas, ce crédit d'impôt-là, combiné aux aides et subventions, vous permet de financer, grâce à des fonds publics, jusqu'à quasiment 60% de vos investissements en innovation. Donc, c'est assez puissant. Donc, ça veut dire qu'ici, sur le C2I, on peut récupérer, si on investit 400 000 de dépenses, 80 000 euros par an. Et on est d'accord qu'on est sur… alors, je vais avancer sur les slides parce que je trouvais qu'une des slides intéressantes que tu as mis, c'était… Parce que finalement, on se dit innovation, ça doit être de la R&D. Si je fais, par exemple, une offre digitale pour mes clients, ce n'est pas forcément de l'innovation. En fait, c'est quand même un dispositif qui est assez facile d'accès. Voilà, ce qui compte, c'est bien identifier au lancement, enfin,
au cas du projet, en quoi il s'agit de développement d'un nouveau produit par rapport à son marché. Ce critère de nouveauté, on le qualifie par rapport à une étude de marché classique. L'enjeu, par contre, du crédit d'impôt innovation, c'est qu'il va cantonner l'innovation à un bien corporel ou incorporel, innovation de produit. Donc, corporel, c'est un prototype qu'on peut avoir dans nos mains. Et incorporel, ça peut être un logiciel, une plateforme ou autre. Il faudra bien qualifier cette innovation-là. Et une fois qu'on a qualifié l'innovation, cette innovation, elle doit apporter une amélioration qui peut être soit en termes d'ergonomie, soit en termes d'éco-conception, soit en termes techniques. On a amélioré, par exemple, son temps de réponse de la plateforme, sa montée en charge, etc. Soit en termes d'extension, de développement de nouvelles fonctionnalités. Et on place en fait ces améliorations-là par rapport aux solutions qui existent sur le marché. Ok. Donc, du coup, c'est quand même un dispositif relativement beaucoup C'est plus très ouvert. et qui pousse les entreprises à innover. Bien entendu, il faut qu'elles investissent puisque on récupère 80 000 euros sur 400 000. Mais si ça fait partie de la feuille de route, on va dire que c'est quand même plutôt un bonus. C'est ça, plus les subventions qu'on a détaillées plus haut. Et avec un critère assez intéressant, c'est qu'on peut reprendre les dépenses de personnel de toutes les personnes de l'entreprise, quel que soit leur diplôme, qui ont participé à ces travaux de développement et d'innovation. Ou sur la partie crédit d'impôt recherche, on va prendre que des profils R&D, donc c'est-à-dire plutôt des profils ingénieurs, docteurs. Oui, là, on est vraiment sur quelque chose, parce que c'est pas rien de faire de la R&D, toutes les entreprises ne font pas de la R&D. Là, du coup, j'affiche le schéma que tu m'as envoyé sur un peu comment ça se passe pour que vous puissiez voir le fonctionnement. Mais si vous avez des questions, en tout cas plus détaillées, il ne faudra pas hésiter du coup à vous rapprocher d'Étienne, qui est assez actif sur les réseaux. Vous trouverez principalement et ce qui est assez puissant, c'est qu'on reprend donc les salaires, le temps passé, les dotations aux amortissements. Par exemple, si on investit dans une imprimante 3D, si on investit dans un nouveau robot ou autre, tout ça, ça rentre dans l'assiette. Il y a des frais de fonctionnement forfaitaires qui s'ajoutent, qui portent sur les salaires et sur les dotations aux amortissements, ce qui permet de gonfler en fait cette assiette globale d'assiette de dépenses éligibles au crédit d'impôt innovation, auquel on peut ajouter des factures de prestataires extérieurs, qu'ils soient privés ou publics. Si vous avez des frais aussi de dépôt de dessins, de modèles, de brevets, tout ça, ça rentre. Et comme ça, on calcule cette assiette globale de dépenses sur l'année auquel on vient retrancher les subventions que vous avez perçues, bien sûr, dans le cadre de ces projets-là. Et le C2I, c'est 20% de cette assiette de calcul. Merci Étienne pour toutes ces précisions. On vous a mis aussi, mais peut-être que vous connaissez mieux le dispositif résolution qui vise en tout cas, qui est porté par la région Pays de la Loire et qui vise à faire 4-6 appels à innovation thématique. Donc les entreprises peuvent candidater. Après les solutions, c'est les prestataires qui candidatent et la région vient aider le premier coup de pouce à hauteur de 20 000 euros. L'idée, c'était de terminer ce webinaire avec des aides plus petites, pour des plus petites structures applicables rapidement pour vous donner des aides très concrètes. Donc, je propose qu'on les passe rapidement pour après pouvoir passer aux questions parce que le timing file. Donc, il y a cette partie conseil et diagnostic qui est plus des aides Pays de la Loire, là. Étienne, je m'adresse aussi à toi. Oui, tout à fait. Donc là, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. C'est ça. Il y a deux leviers qui sont intéressants dès la phase d'amorçage, voire même avant la création de votre structure. Il y a une aide au conseil qui peut porter sur votre analyse stratégique, RH, le numérique, votre levée de fonds, et qui consiste en une subvention qui va de 3 à 15 000 euros et qui prend 50% en charge de la prestation. Là, pareil, il faut bien l'activer et déposer votre demande avant de signer votre devis, présenter différents devis. Et il y a le PL2I qui est bien connu, utilisé en Pays de la Loire, du moins à Nantes, on le voit assez massivement utilisé. Et nous, on pousse les sociétés à l'utiliser. C'est assez simple à mettre en œuvre. On peut l'utiliser une fois en tant que personne physique, par exemple avant la création de votre structure, et une fois avec votre structure en tant que personne morale. Et c'est une subvention qui va à hauteur de 70% du coût total de la prestation, qui peut être aussi une étude de marché, une étude stratégique, un MVP par exemple, donc une première vue de votre plateforme, de votre application mobile. C'est vraiment quelque chose de très intéressant que propose la région à toutes les PME. Alors avec un critère, c'est que c'est dans leurs premières années de création
que ces aides-là sont mobilisables donc, à anticiper. Oui, de toute façon, chaque aide est conditionnée, donc du coup, c'est toujours ça qui est compliqué. On a aussi ce dispositif qui permet, là, c'est plutôt sur des entreprises de moins de 50 salariés, mais de payer leur équipement à des nouveaux outils numériques. Donc, on vous a remis les éléments là-dessus. Je ne sais pas si Étienne, Jean-Christophe ou Christophe voulaient intervenir sur ce sujet. On est vraiment sur des plus petites, c'est une aide vraiment peut-être plus petite sur laquelle Layton n'intervient pas forcément. Et j'imagine que Jean-Christophe et Christophe, vous en avez connaissance, mais peut-être vous faites moins de sensibilisation sur le sujet. En tout cas, ça nous semblait intéressant de la pousser en fonction des participants. Oui, bah là, c'est une aide vraiment qui est distribuée par le conseil régional, donc une aide régionale, euh, qui est une aide plus de type guichet, j'allais dire. C'est-à-dire que pour peu que vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés qui investissez pour la première fois qui demandez pour une première fois une aide, un soutien à l'investissement dans le numérique, ben voilà, vous pouvez bénéficier d'une aide malgré tout intéressante délivrée par le conseil régional sans effectivement qu'il y ait énormément de critères à respecter. Merci Jean-Christophe. Et puis pour terminer par nos commerçants, parce que même si ce n'est pas la cible, on s'est dit que c'était intéressant. Christophe, tu nous as dit en primeur qu'il y avait un plan numérique commerce qui était en train d'être lancé. J'ai remis les 3 items que tu nous as indiqués en préparation. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails là-dessus, même si tu as commencé à l'introduire sur le démarrage du webinaire? Oui, c'est un plan numérique qui est tout récent en fait, qui a été annoncé il y a quelques semaines suite au 2e confinement en fait, et qui a quand même confinement qui a un petit peu chamboulé et heurté les commerces dits non essentiels. Donc, le gouvernement, par compensation, s'est dit bon, bah, il faut quand même qu'on puisse proposer un débouché à ces entreprises qui ont dû fermer, pour qu'elles puissent quand même générer du business, notamment donc à travers la mise en place d'outils numériques, voilà, le click and collect, voilà, un site internet pour permettre donc de vendre en ligne, voilà. Donc, alors oui, c'est bien résumé sur ton slide. Il y a le chèque de 500 €. Donc ça, c'est un chèque. Il suffit de justifier d'un devis. Hein. C'est toujours pareil. Il faut pas engager la dépense avant que la demande soit déposée auprès du bon guichet. Sauf erreur de ma part, le guichet, c'est l'ASP, l'agence de services et de paiement. Donc là, il s'agit donc que le commerçant dépose son devis de numérisation ou son projet, et l'ASP verse ce chèque de 500 €. Ensuite, il y a, j'imagine, un petit contrôle qui est fait au niveau de la facturation pour montrer que l'entreprise a bien engagé les dépenses envisagées. Donc là, l'idée, c'est de toucher 120 000 entreprises sur le plan national. Il y a une enveloppe de 60 millions d'euros pour ce chèque de 500 €. Hein. Ensuite, on a un diagnostic qui va être mené qui va être proposé, donc plutôt une démarche de sensibilisation qui va être menée par le réseau consulaire, donc les chambres de métiers, de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie. Donc là, il a été demandé donc au réseau consulaire d'être proactif, de prendre le téléphone et de se rapprocher des commerces artisans, commerçants indépendants, pour leur présenter un peu les offres et leur proposer un diagnostic gratuit de sorte à ressortir des besoins éventuels en numérisation. Ensuite, une aide aux collectivités. Alors, vous allez me dire, ouais, bon, collectivités, nous, je ne sais pas s'il y en a là autour des caméras, mais ça peut être intéressant parce que c'est un chèque de 20 000 € qui vont être proposés à ces collectivités si elles en font la demande dans leur numérisation. Mais ça peut être
Ça peut être de la smart city, ça peut être numérisation, digitalisation de leur infrastructure. Et là, ça peut générer du business éventuellement par des prestataires du numérique auxquels donc, devront faire appel les collectivités pour mettre en place ces outils. Voilà, donc 20 000 € de subvention pour toutes les communes qui ont un projet qui en ferait la demande, avec une enveloppe de 60 millions d'euros au plan national. Voilà. Ben, merci beaucoup, Christophe. Du coup, c'est Sarah… la Banque des Territoires, et c'est la Banque des Territoires qui instruira donc les dossiers auprès des collectivités. Voilà. C'est noté. Du coup, Sarah, est-ce que tu as des questions pour nous maintenant qu'on arrive en fin des aides qu'on vous a présentées, enfin celles qu'on a sélectionnées, parce que vous vous en doutez qu'il y en a beaucoup plus. En tout cas, on a essayé de sélectionner celles qui étaient les plus pragmatiques pour les PME, TPE. Sarah, tu as des questions? Oui, on a 2 questions. On a une question de Jean-Guillaume qui demande nous sommes un acteur parapublic de la transformation digitale fournissant des services aux PME, ETI, grands comptes. Comment être référencé sur France Num? Alors, oui, très bien. Eh ben, il suffit d'aller sur le site internet francenum.gouv.fr et vous avez un onglet qui doit s'appeler Devenir activateur sur le site. Et là, il faut remplir un formulaire en fait, tout simplement. Et puis après, il y a une validation qui est faite par le ministère de l'économie à Paris. C'est assez rapide, ils sont très réactifs. Et voilà. Et c'est quoi les critères de validation, du coup? Il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a le critère essentiel, c'est qu'il y a une charte à signer de déontologie. Bon, voilà. Voilà. En gros, c'est tout. Il faut avoir un lien avec le numérique. Il faut décrire un petit peu son projet, l'objet de sa société, en fait, tout simplement. On va juste vérifier que vous avez bien un lien avec votre activité a bien un lien avec le numérique. Et puis voilà. Ok. Et on a une deuxième question d'Éric. Un projet d'innovation avec convergence IA, AR, outils connectés, serait-il un projet éligible? Ben, il y a eu plein d'aides. J'ai envie de dire éligible à quoi? Ça peut être éligible à plein de choses. Ouais, alors c'était sur le moment, c'est vrai que du coup, je pense qu'Éric a posé la question dans le contexte et c'est vrai qu'on a répondu aux questions. Peut-être Éric, via le chat, si vous pouviez, nous donner plus d'infos du contexte. Je pense que, sans m'engager trop, il y a plusieurs mots-clés un peu intéressants qui sont mis dans la présentation du projet. Donc, je pense qu'il y a certainement des matières à creuser. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un bon projet, on trouve le guichet de financement. Mais alors, après, il faut avoir un projet, il faut être capable de présenter souvent ce qu'on n'a pas dit, mais en tout cas, pour ce qui concerne les aides d'État, ce qui est important, c'est de présenter un programme de dépenses. Donc, vous êtes en amont et il faut dire, ben voilà, dans les 12 ou 24 prochains mois, j'ai un projet qui consiste à développer telle chose. Ça va se développer en 3 lots successifs. Un lot de R&D, un lot de développement, un lot de prestations, un lot d'achat de brevets, un lot d'achat d'équipements, de matériel. Être capable de les chiffrer à peu près. Et puis, voilà, de les chiffrer, de les jalonner dans le temps, de donner l'objet de son projet. Et puis, tout ça, ça forme une enveloppe, une assiette de dépenses et sur lesquelles, en fonction de tel ou tel guichet, vous allez avoir des aides. Et donc, voilà, dans ce qui est dit, j'ai entendu plusieurs mots-clés qui font écho à des secteurs relativement stratégiques, relativement dans l'air du temps et qui correspondent potentiellement à des thématiques recherchées. Oui. Après, là, voilà, c'est une question de montant. Je crois qu'Éric visait vraiment les subventions IA. Il vient de faire une précision dans le chat. Les subventions IA? Alors, les subventions IA, alors vous savez, comme j'ai dit, l'IA, c'est un sujet où il n'y a pas encore forcément de dispositif sur étagère. La seule chose actuellement sur étagère, oui.
Oui, non, mais vas-y, continue. Je La pensais seule aller en chose faveur pour des moi actuellement investissements. sur étagère, il y en a deux. C'est à la fois l'aide au diagnostic qui est opérée par BPI France, c'est le diagnostic qui a, voilà. Et de l'autre côté, l'achat de logiciels, donc là qui est opéré dans le cadre du plan de relance via l'appel à projet industrie du futur. Mais dans ce cas-là, on n'est pas là pour, soutenir un projet de développement, mais un achat d'équipement. Donc là, Et- s'il s'agit de développer quelque chose, j'irais plutôt sur le programme d'investissement d'avenir, le PIA. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Sinon, Mm, vu les Ouais, mots-clés c'est ça, annoncés, le PIA devrait couvrir une grosse partie. voilà. C'est ce que tu allais dire aussi, Étienne. tout à fait. Sarah, est-ce que tu as d'autres questions pour nous? Non. Ok. Eh bien, pour terminer, deux sujets. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais dans l'actualité de la French Tech Nantes, du coup, il y a une plateforme qui s'appelle French Tech Central et enfin, la French Tech Nantes a décidé avec la cantine de l'ouvrir aussi aux PME. Donc, ce n'est pas que pour les startups, mais aussi pour les adhérents de la cantine numérique de Nantes. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec les administrations, donc la Directe, BPI, l'INPI, voilà, il y a plein de... Il y a plein d'administrations pour aborder ces questions du financement, de l'innovation et pas que. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site de la French Tech Nantes. Et puis, avant de clôturer, on fait aussi un autre webinaire la semaine prochaine sur le no-code. Alors, peut-être que Étienne, Jean-Christophe et Christophe, vous ne savez pas ce que c'est que le no-code, ou peut-être que si. Avec Simon Robic et Théo Roland, l'idée, c'est de développer, mais sans coder, donc sans ingénieur. Est-ce que c'est vraiment possible? En tout cas, ce ne sont pas des activités qui seront éligibles au dispositif qu'on a énuméré ici. Mais du coup, pour ceux que ça intéresse, on vous donne rendez-vous le 1er décembre. Étienne, Jean-Christophe et Christophe, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot pour conclure De mon côté, non, c'est très clair. N'hésitez pas pour toute question. En tout cas, on reste disponible. on vous trouve où, Étienne, on te trouve où, Étienne, sur LinkedIn, sur le site de Layton, sur Ouais, sur LinkedIn. Ok. Et Jean-Christophe, pour vous trouver, si on a des questions. Oui, bah pareil, moi je suis également actif sur LinkedIn et puis sinon, voilà, on a tous des adresses internet sous forme prénom.nom @direct.gouv.fr. Direct, c'est DIRE2CTE.gouv.fr. Et donc vous pouvez nous joindre, voilà, et également pour ma part. Sinon, un petit mot, oui, effectivement, je me répète une nouvelle fois, mais n'hésitez pas à les consulter. Il y a des sites ressources comme lesaides.fr ou entreprise.gouv.fr. Ces sites qui sont finalement beaucoup mieux faits que ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait imaginer que ce sont des annuaires touffus et indigeste d'aide, mais finalement non, parce que par le biais de quelques questions que vous répondez, bah voilà, ça filtre les aides les plus pertinentes pour vous. Et puis bah déjà au moins, ça vous donne des premières idées, des premiers aperçus, et puis on est à votre disposition vraiment pour vous accompagner. Top. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, pareil, pour me contacter, c'est les mêmes canaux, christophe.laurent@direct.gouv.fr. N'hésitez pas, également sur francenum.gouv.fr, on peut nous contacter. Nos téléphones et nos adresses sont ouvertes, n'hésitez pas. Ok, bien, merci à tous. Merci aux participants et puis à très bientôt. Merci à Bon tous. appétit tous. Merci. Merci. Bonne journée.